Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez dans le monde, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, une émission d'information et d'actualité. La République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, ne pas confondre avec la République démocratique du Congo, est un petit pays d'Afrique centrale, aujourd'hui lourdement endetté. Les institutions financières internationales parlent d'une dette insoutenable, estimée à 120% du PIB. Pourtant, un petit pays producteur du pétrole, troisième producteur d'ailleurs du pétrole en Afrique subsaharienne, avec une production journalière de 350 000 barils par jour. Ce pays ne compte que 5 millions d'habitants. Certes, nous savons que la chute du prix du baril de pétrole a affecté l'économie mondiale. Est-ce pour autant le seul facteur qui justifie le chaos économique dans lequel est plongée la République du Congo? Voilà de quoi nous allons parler avec mon invité aujourd'hui. Il est professeur de mathématiques à l'université du District of Columbia à Washington aux États-Unis. Bonjour, Telema Niabey. Bonjour Monsieur Perrin, et je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans votre studio pour répondre à des questions très importantes pour notre pays. Merci. Je disais, vous êtes professeur de mathématiques à l'université du District of Columbia, mais vous exercez aussi dans les cabinets économiques, c'est bien cela? Oui, je suis effectivement professeur d'université de mathématiques. J'enseigne les mathématiques à l'université du District of Columbia, donc qui est basée ici à Washington, la capitale des États-Unis. Et je suis aussi le coordinateur du National Congress for Democracy. Certaines langues disent que le Congo va très mal. Est-ce que c'est aussi votre point de vue et pouvez-vous nous faire un petit aperçu sur la situation économique actuelle du Congo-Brazzaville et comment elle est perçue au niveau international? Effectivement, je crois que nous le savons tous, surtout nous qui sommes originaires du Congo, parce que nous avons des parents qui sont au pays et qui vivent dans des situations désastreuses. Nous savons aussi que le Congo ne va pas bien parce que tous les indices économiques démontrent un pays, un État en déliquescence, un pays qui a eu beaucoup de ressources, mais malheureusement qui n'a pas été bien géré. Vous savez par exemple que la dette du Congo était à peu près à 120% de la production intérieure brute. Vous savez aussi que le Congo a du mal à un moment donné à payer les fonctionnaires. Vous savez aussi que le Congo, à un moment donné, était obligé de fermer l'hôpital général ou le CHU, excusez-moi. En tout cas, si vous suivez un peu la situation politique et économique du Congo, vous saurez que c'est un pays qui est en difficulté économique et qui, malheureusement, n'est pas bien géré, alors que le pays a eu des excédents budgétaires, une économie du Congo qui est basée sur la production pétrolière, et il y a eu, pendant une période de temps, une croissance des prix du baril du pétrole et une stabilité de ces prix. Et le Congo a fait des excédents budgétaires, et jusqu'à présent, les Congolais continuent à se poser la question de savoir où sont passés ces millions et ces milliards de dollars qui étaient rentrés dans les caisses de l'État. Comment expliquer ce paradoxe? Un pays qui a engrangé autant de milliards de 2010, nous savons qu'en 2015,
le Congo a engrangé des milliers de milliards. Et dans le même temps, aujourd'hui, on parle d'un endettement lourd, insoutenable. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En un mot, c'est l'irresponsabilité des dirigeants que nous avons. Et pour voir cette irresponsabilité, quand on dit un mot, l'irresponsabilité des dirigeants que nous avons, c'est un gros mot. Il faut qu'on l'explique. Et on peut l'expliquer très clairement. Comme vous le savez, M. Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997, parce qu'il est important de faire cette genèse pour comprendre la situation économique et politique du Congo. Donc en 1997, il revient au pouvoir avec un coup d'État militaire et une guerre fratricide qui fait des centaines de milliers de morts. De 1997 à 2002, il met en place une transition et avec un acte qu'on appelle l'acte fondamental, où il dirige le pays comme le seul maître de ce pays. De 2002, il met en place une constitution qu'on appelait la constitution du 20 janvier 2002, où on établit un septennat, donc deux mandats présidentiels, de 7 ans. En 2002, M. Sassou Nguesso organise une élection présidentielle qu'il, soi-disant, gagne. Vous et moi, nous savons que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné une seule élection présidentielle au Congo, mais il se proclame président donc en 2002 et en 2009. À la fin de 2016, à peu près à 2015, M. Sassou Nguesso, dans la constitution du 20 janvier qu'il établit, en fait, avait placé un certain nombre de restrictions. Restrictions d'âge et aussi restrictions au niveau de la constitution, de cette constitution-là, qui empêchait en fait le président de faire un référendum dans le cas où il doit rechanger cette constitution afin de pouvoir se représenter en 2016. Parce que le champ référendaire de cette constitution, M. Perrin, était clair. Et il disait ceci: le président de la République a le droit de soumettre au référendum toute action concernant l'exécution des pouvoirs publics. Il a le droit de soumettre au référendum tout projet concernant les droits et les libertés fondamentaux, tout projet de loi portant sur l'action économique et sociale, et tout projet de loi portant sur la ratification d'un traité. Ce sont les 4 points sur lesquels M. Sassou Nguesso aurait pu soumettre les Congolais à un référendum de changement d'une constitution qui lui aurait permis de se présenter encore une autre fois. Mais en quoi ces restrictions ont eu un effet sur l'économie congolaise? Je fais une démonstration pour montrer que depuis 23 ans, M. Sassou Nguesso a eu une stabilité politique. En dehors de cette stabilité politique, en 2010, à partir de 2010, comme vous l'avez dit, jusqu'à pratiquement en 2014, il y a eu une croissance des prix du baril du pétrole. Parce que même si vous avez des entrées et si la situation politique que vous avez n'est pas stable, il est difficile de pouvoir développer votre économie. Donc, ma logique et ma démonstration, c'est simplement pour dire que, d'un point de vue politique, M. Sassou Nguesso a eu les conditions idéales pour pouvoir développer le pays d'un point de vue politique. Donc, deuxième point, d'un point de vue économique, comme vous l'avez dit, il y a eu l'augmentation des prix du baril du pétrole. En dehors du fait que pendant près de 10 ans, il y a eu une augmentation des prix du baril du pétrole, il y a eu aussi, par différents mécanismes, le Congo est rentré en 2008 dans un programme sans financement afin de devenir éligible au programme PPTE. Donc en 2010, le Congo aussi reçoit une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. Une suppression de sa dette de 5 milliards de dollars. Donc, la dette réduite, le Congo a des excédents budgétaires. En 2008, par exemple, c'est là où elle fait le plus d'excédents budgétaires. Elle a des excédents budgétaires de 23% de la production intérieure brute. Il y a des milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État. M. Sassou Nguesso lui-même est passé dans les chaînes de télévision pour nous dire que l'argent des excédents budgétaires constituait ce qu'on appelle l'argent des générations futures, avait été placé donc dans un compte quelque part.
on arrive dans une situation où, justement, il y a des excédents budgétaires, il y a de l'argent dans les caisses de l'État. En dehors de cela, pendant toute cette période de temps où on faisait des excédents budgétaires, le gouvernement, en dehors de cela, s'est aussi endetté de plus. Donc, il est allé vers la Chine. Toutes les constructions qui ont été faites ont été du fait qu'ils ont fait des emprunts pour faire ces constructions. C'est ce qui fait que, d'un côté, il y a eu de l'argent qui est rentré, on ne sait pas où c'est parti. De l'autre côté, on s'est endetté de plus et les Congolais se sont retrouvés avec une dette. Il faut d'abord dire aussi que cette dette est exagérée parce que il y a des preuves, nous avons des documents qui peuvent le prouver, que par exemple, si vous avez besoin de 5 millions de dollars pour construire une route de 10 km au Congo, on l'a construit avec 20 millions de dollars, c'est-à-dire qu'elle est surfacturée. Il y a une surfacturation de tous les projets qui a existé pendant une période de temps. Donc c'est tout cela qui a fait que le Congo, malgré les milliards de dollars qui sont rentrés, à cause de la mauvaise gouvernance de ses dirigeants, n'a pas été en mesure justement de diriger le pays proprement et de se retrouver aujourd'hui avec une dette qui est insoutenable. Si je vous ai bien compris, le Congo a eu beaucoup d'argent, des milliers de milliards pendant des décennies. Il y a eu même des excédents budgétaires et dans le même temps, le Congo est allé s'endetter auprès de la Chine. Aujourd'hui, nous avons une dette insoutenable avec des perspectives économiques très inquiétantes. Est-ce qu'on peut craindre qu'un jour la Chine puisse prendre en otage certains secteurs économiques pourvoyeurs des fonds au Congo pour se faire rembourser de force? Le problème des fois avec la Chine, c'est que les contrats qu'elle signe avec les pays ne sont pas publics et on ne peut pas savoir les détails et les conditions sur lesquelles ils ont signé ces contrats. En dehors de cela, si on regarde ce que la Chine a fait dans des pays comme le port de Sri Lanka qui est en position avec la Chine en ce moment. En anglais, on appelle ça le colaro. Je ne vois pas tellement le terme en français, mais c'est une forme de garantie en cas de vous n'êtes pas capable de payer, je prends possession de votre compagnie de pétrole ou je prends possession de la gérance de votre compagnie d'électricité et donc je vais me faire repayer. C'est la Chine qui va contrôler les prochaines 100 années le port de Sri Lanka. Ça ne serait pas surprenant pour nous, pour la situation du Congo, de voir que dans quelques années, à cause de cette dette qui a été accumulée par l'irresponsabilité de nos dirigeants, que la Chine puisse récupérer certaines de nos infrastructures pour pouvoir se faire payer par rapport à cette dette. Ça ne me surprendrait pas, non. Mais pourtant, le Congo a encore du pétrole. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lui prêter de l'argent pose toujours problème? C'est parce qu'elle est déjà très endettée et l'économie du Congo n'est pas diversifiée. Vous voyez, l'économie du Congo est une économie, je dirais, unijambiste dans un certain sens, où elle est basée à 85% sur le pétrole et sur la production du bois. Il n'y a pas de diversification de l'économie. L'agriculture n'est pas développée, les services ne sont pas développés. Des pays, par exemple, comme le Rwanda, où les services sont en train d'être développés, où, par exemple, l'agriculture représente certainement à peu près 70% de l'économie rwandaise, donc il y a un travail qui se fait. Au niveau du Congo, c'est juste l'exploitation du pétrole et l'exploitation du bois, donc les matières premières, et il n'y a pas d'investissement dans le domaine agricole ou dans d'autres domaines des assainissements du pays. Donc c'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes Congolais qui vous suivent, sinon aux internautes qui ne comprennent pas aussi le langage économique, les termes économiques, vous pouvez leur expliquer en français facile ce que veut dire une dette insoutenable et à hauteur de 120% du PIB. Je dirais simplement que c'est les emprunts de toutes les administrations d'un pays que vous comparez par rapport aux richesses qui ont été produites par ce pays pendant une période de temps. C'est-à-dire que les richesses de manière économique, on appelle produits dans une période de temps, on l'appelle le produit intérieur brut.
qui est en fait ce qu'on appelle la somme des valeurs ajoutées. Donc, ce qu'est la somme des valeurs ajoutées, c'est simplement que vous avez d'une façon les valeurs de la production. Bon, j'utilise d'abord les termes économiques, mais après je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Les valeurs de la production moins les consommations intermédiaires. Supposons que vous êtes vous produisez du manioc, manioc au Congo-Brazzaville. Pour produire ce manioc-là que vous vendez, vous allez avoir des tubercules de manioc que vous déterrez d'abord et que vous transformez. Ensuite, quand vous avez fini de transformer ce produit de manioc, vous allez le vendre, peut-être au marché de Wenze ou au marché Total. Et supposons que vous obtenez 100 000 francs CFA pour le manioc que vous avez vendu, mais ça vous a coûté 60 000 francs CFA pour la production de ce manioc-là. Donc la différence entre le prix que vous avez vendu et le coût que ça va vous a coûté, ça fera 40 000. Donc les 40 000, c'est ce que vous appellerez valeur ajoutée. Donc c'est le 40 000. Donc pour un pays, c'est la somme des valeurs ajoutées d'une entreprise, des entreprises qui fonctionnent dans le pays et aussi des services que le pays pourvoit. Donc cette somme de toutes ces valeurs ajoutées constitue ce que vous appelez la richesse du pays, donc le PIB, la production, le produit intérieur brut, le PIB. Et donc la dette, c'est tous les emprunts que vous avez faits et vous faites ce rapport de la dette divisé avec vos richesses. Ça vous permet de démontrer l'habilité que vous avez à repayer de l'argent quand vous avez une dette. Donc une dette élevée, par exemple, quand vous entendez pour le Congo une dette de 120%, ça démontre que dans une situation pareille, comme une économie aussi fragile que la nôtre, ça démontre simplement qu'on a des difficultés à repayer l'argent que nous avons, que nous devons. Et on a des difficultés aussi à payer les factures, à payer justement les salaires et toutes les dépenses que l'on doit faire par rapport au fonctionnement de l'économie de notre pays. Donc, c'est des termes un peu complexes, mais qui peuvent se comprendre simplement comme vous avez une popote, vous avez un petit business, vous faites rentrer de l'argent et vous avez des dépenses. À un moment donné, est-ce que si vous avez plus de dépenses que les entrées, eh bien vous êtes en déficit budgétaire. Si vous avez plus de recettes que de dépenses, ça veut dire que vous êtes dans des excédents budgétaires. Alors, à combien peut-on estimer la masse d'argent engrangée par le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire pendant les années d'embellie financière, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout cet argent? Il faut dire que depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, dans 1997, jusqu'à peu près en 2016, le Congo avait des disponibilités budgétaires qui étaient de 64 milliards d'euros. Donc, 1997 jusqu'à à peu près en 2016, disponibilité budgétaire de 64 milliards d'euros. Disponibilité budgétaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'accumulation de tous les budgets que le Congo a eu de 1997 jusqu'à en 2016. Le budget, et si on prend par exemple en 2014, la loi de finances de 2014 donne au Congo un budget de 4 500 milliards de francs CFA. 4 500 milliards de francs CFA pour la loi de finances de 2014. Le seul pays qui a un budget beaucoup plus important, c'est la Côte d'Ivoire, avec 5 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est 5 fois plus petite que le Congo. Et donc, le Congo a eu des milliards, je veux dire. Donc, si on évalue ça jusqu'à présent, on essaie d'extrapoler jusqu'à présent, il faut dire que nous avons à peu près 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars de disponibilité budgétaire depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. L'argent a certainement été mal géré, il n'y a pas de question dessus. Parce que même les gens au niveau du Fonds monétaire international se posent ces questions. Donc, les questions qui vont être ceux de ceux qui vont diriger le Congo de demain,
c'est de chercher à savoir où est passé cet argent qui a été volé, nous le savons. Alors, comment faire pour le récupérer? On ne pourra, à mon avis, et je ne suis pas un expert dans le domaine, connaître la totalité de l'argent qui a été volé par les dirigeants actuels, mais si on est sérieux, et je sais qu'il y a des gens qui y travaillent, on pourra évaluer, déterminer une partie de cet argent et essayer maintenant de récupérer cet argent, parce que cet argent appartient aux contribuables congolais, et c'est cet argent qui peut nous aider pour développer l'économie congolaise. Bon, ça, c'est ce que je peux dire en termes de où se trouve l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ce sont des mécanismes économiques. Vous êtes en train de le voir, par exemple, là, que l'Angola est en train d'essayer de récupérer l'argent qui avait été volé pendant la période de Dos Santos. Le fils du président Dos Santos a été interpellé. Il y a aujourd'hui un mandat d'arrêt, ou en tout cas, on recherche la fille de Dos Santos. Donc, je veux dire que ça se fait en Angola. Le Nigeria a ramené une partie de l'argent qui avait été volé à l'époque de Abacha. Donc, je pense que le Congo ira dans la même perspective. Le jour où il y a des dirigeants sérieux qui sont en place, ils chercheront par des mécanismes économiques avec de l'aide de gauche à droite pour essayer de ramener tout cet argent qui avait été volé par le gouvernement Sassou Nguesso. Pour l'instant, le Congo est en négociation avec le FMI, nous l'avons dit tout à l'heure, sachant dans le même temps que beaucoup d'argent a été planqué dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme international qui peut contraindre ce régime à rapatrier un peu de fonds au lieu de continuer à attendre une aide ou des prêts qui viendront du FMI? Nous n'avons pas de problème économique au Congo-Brazzaville. Ce que nous avons au Congo, c'est un problème de gouvernance. Nous avons des hommes et des femmes qui sont incapables d'avoir la compassion et le respect des responsabilités qu'ils ont pour gérer le pays. Donc, nous avons un problème de gouvernance qui commence par M. Sassou Nguesso lui-même. Car, d'après ma lecture à moi, ce que l'on constate, c'est que ce sont des dirigeants qui n'ont pas la responsabilité de ce peuple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compassion du peuple qui souffre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent du Congo qui est en possession des acteurs, des hommes d'État congolais qui sont au pouvoir en ce moment. Ils ont des milliards de dollars à leur disposition. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer que l'argent des générations futures est disparu comme ça. Vous ne pouvez pas nous expliquer que les milliards d'excédents budgétaires qui sont rentrés, tous ces montants colossaux qui sont rentrés dans les caisses de l'État ont disparu comme ça, tout d'un coup. Ce que nous savons, c'est que ces dirigeants, il y a des dirigeants congolais qui ont cet argent en leur possession. Bon, maintenant, quand nous avions discuté avec le Fonds monétaire, leurs argumentaires, c'était qu'eux, ils ne pouvaient pas réellement savoir. Et ce n'est pas nécessairement leur devoir d'aller chercher si le Congo a mis de l'argent dans les paradis fiscaux quelque part dans le monde. Mais au moins, ils sont informés de cela. C'est-à-dire qu'ils peuvent suspecter, ils ont des éléments pour suspecter, mais ils n'ont pas la possibilité, parce que ce n'est pas ça leur mandat en tant qu'institution internationale, d'enquêter si le Congo a mis de l'argent dans les paradis fiscaux quelque part. Il y a un autre aspect que je voulais qu'on évoque, c'est que pendant que le Congo négocie avec le FMI, parce qu'il y a une dette, il faut trouver de l'aide, des prêts. Dans le même temps, il y a un sujet libanais, bien entendu, Mosen Ojet, qui réclame ces 1,2 milliard de dollars que le Congo lui doit, au point même de prendre en otage un avion de l'État congolais, un Falcon X7, qui utilise souvent Sassou Nguesso pour ses voyages.
comme quoi sa dette n'avait pas été prise en compte par le FMI. Cette situation que vous présentez, il y a une certaine controverse autour de cette fameuse dette du Congo de 1,2 milliard d'euros. La controverse, elle est ceci. Bon, je vous fais l'état de des petites recherches que nous avons faites. Le gouvernement Sassou, après l'élection du président Lissouba, quand le président Lissouba arrive au pouvoir, s'était mis d'accord avec un homme d'affaires, l'homme d'affaires que vous avez cité, donc M. Odjedj, pour créer une dette fictive afin de rendre la vie du gouvernement Lissouba, de la mettre en difficulté. D'après ceux qui ont été à ce moment-là dans les positions de responsabilité, cette dette-là n'existe en réalité pas. Donc, elle avait été mise en place simplement pour rendre des difficultés au gouvernement Lissouba. Lissouba reste au pouvoir pendant 5 ans. Sassou Nguesso arrive. Pendant ce temps-là, la dette s'accumule. Pendant ce temps-là, il y a des dirigeants qui s'opposent à cette dette et d'autres qui rentrent dans la même lignée de cette dette. Donc, quand Sassou revient, Odjedj représente cette soi-disant dette. Sassou, sachant que c'était une dette qui avait été créée avant son départ, ne veut pas payer la dette. Donc aujourd'hui, M. Odjedj dit que le Congo lui doit 1,2 milliard d'euros. À vous entendre, la situation économique du Congo est vraiment, vraiment chaotique et désastreuse. Quelle solution pour sortir le Congo de cette crise? Court terme, moyen terme, peut-être pas à long terme parce que finalement la population ne va pas supporter jusqu'à plusieurs années. Déjà la crise elle est perceptible sur place. La misère elle est là, la pauvreté elle est là, elle se fait constater. Quelle solution à moyen terme? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution pour le Congo. Parce que c'est ça le vrai problème du Congo. C'est le changement de leadership. Il faut que Sassou Nguesso parte du pouvoir. Il faut que Sassou Nguesso et son équipe, ce n'est pas seulement lui, mais tous ceux qui ont dirigé avec Sassou Nguesso, il faut qu'ils partent. Parce que ils ont eu la possibilité de développer le Congo. Ils ont eu, depuis que M. Sassou Nguesso est revenu de pouvoir en 1997, 23 ans de pouvoir continu, avec des sommes colossales qui sont rentrées dans les caisses de l'État. Ils ont eu la stabilité politique nécessaire pour le faire. Donc moi, je crois fondamentalement que le Congo, sous M. Sassou Nguesso, ne pourra jamais se développer. Parce que c'est un dirigeant qui n'a aucun respect pour la vie humaine, il n'a aucun respect pour le bien public, et donc il y a un problème de volonté politique pour le développement du Congo. Il n'y a pas de volonté politique pour le développement du Congo. Donc pour développer le Congo, il faut que M. Sassou Nguesso parte. Autrement, ce n'est pas possible. Donc c'est au peuple congolais aujourd'hui de prendre les responsabilités parce que nous sommes aujourd'hui en train de discuter sur l'avenir des générations futures. Nous avons des challenges qui se présentent à nous en ce moment. L'Afrique rentre dans une période assez complexe, qui est aussi importante que la période que nous avons eue pendant la conférence de Berlin de 1884. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et donc, le Congo, pays africain, nous avons du travail, nous avons, par rapport au challenge auquel nous sommes exposés, les Congolais et les Africains doivent prendre l'avenir de leur pays parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique.
Tout le monde va en Afrique. Les Chinois vont en Afrique. Les Américains vont en Afrique. Tout le monde comprend que l'avenir du monde est en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes et les dirigeants africains que nous avons. Pour que nous puissions prendre nos responsabilités et que nous puissions prendre part de cet avenir, de cette Afrique qui vient, il faudrait que nous ayons des dirigeants qui soient visionnaires. M. Sassou Nguesso n'a pas été en mesure de vendre un rêve au Congo-Brazzaville. Quel est le rêve? Si vous prenez le président Kagame, il va vous dire qu'il souhaite que le Rwanda devienne le Singapour de l'Afrique. Et ce rêve-là, il l'a vendu. Il a créé un objectif, il a créé une vision. Et il y a des gens au Rwanda aujourd'hui qui ont cru et qui croient en cette vision et qui travaillent pour cette vision pour faire du Rwanda un pays émergent. Quel est le rêve de M. Sassou Nguesso? Il n'y a pas de rêve. N'est-ce pas faire du Congo un pays émergent d'ici à 2025? Non, c'est faire du Congo l'enfer sur terre. C'est ça le plan de M. Sassou Nguesso. Excusez-moi de le dire ainsi, mais pour les Congolais qui vivent, 80% des Congolais qui vivent au Congo, le Congo, c'est l'enfer. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital général, vous pouvez mourir pour peu de soins, peu de moyens. Donc, je veux simplement dire que nous avons une responsabilité. Le peuple congolais a une responsabilité. C'est de se débarrasser par tous les moyens nécessaires de ce gouvernement, M. Sassou Nguesso. Parce que tant que M. Sassou Nguesso sera là, il n'y aura pas de développement au Congo. C'est impossible. Merci, monsieur Telema Mniabé, d'avoir répondu à nos questions et à vous, chers téléspectateurs et chers internautes. Vous avez été vraiment aimables de nous avoir consacré votre temps précieux. On se retrouve donc à la prochaine occasion. Merci à tout le monde et merci à notre régisseur que je ne citerai pas le nom. Prochainement, je le ferai. Merci. Merci, merci. Audio Jungle.